C'est parti pour un nouveau numéro de EPAF et on reçoit aujourd'hui Aurélien Lipianski. Bonjour. Bonjour Nicolas. Alors merci d'être là. Tu es fondateur de Tuco, donc une société qui crée et produit des nouveaux formats pour la télévision. Alors c'est plutôt spécialisé dans le jeu télé ou aussi des émissions tournées vers le divertissement. Alors on aimerait en savoir plus sur ton parcours. Comment on devient producteur et créateur de formats pour la télévision? Je ne sais pas du tout. Déjà, je pense qu'il n'y a pas de chemin tracé. Moi, j'ai commencé à la télévision il y a 20 ans maintenant, à 10 ans, on va dire ça comme ça. Oui, j'ai commencé à la télévision, moi, sur une petite chaîne de télé qui s'appelait Allociné Télévision, qui n'existe plus aujourd'hui. Une chaîne où j'ai appris à faire plein de choses différentes et variées. C'était vraiment très intéressant. Et ensuite, j'ai bifurqué sur cinéma. Puis après, je suis rentré chez Endemol pour faire du casting ou commencer à fond la télé-réalité. D'accord. Et donc, j'ai beaucoup bossé en télé-réalité. Ensuite, je suis parti dans le jeu, le maillon faible, qui était pour moi un jeu incroyable avec une équipe super et j'en garde un super souvenir. La version Et TF1 avec Laurence Boccolini. exactement, ouais, avec Lolo. Et voilà, et j'ai monté une première boîte avec un ami en 2006 qui s'appelait Brainbox, qui était une boîte de création de formats. On s'est associé, on a eu cette chance de s'associer à John Demol en Hollande, qui a pris une part dans notre société. On a créé plusieurs formats, dont un jeu qui s'appelait Divided, qui allait dans une trentaine de pays. Et on a revendu la boîte en 2010. Ensuite, je suis parti chez Fremantle, Ouais. euh, et de la création. Et sur Et W9, non, je oui. crois. C'était W9 Productions à l'époque, Ok. qui produisait le Bachelor. Donc j'avais bossé sur le Bachelor à l'époque. Et donc après, j'ai fait Fremantle et j'ai décidé de quitter Fremantle en 2014 pour monter Tuco. Voilà, Voilà. on en est là. Exactement. Alors, en 2015, tu fondes Tuco, comme tu viens de le dire, société où tu es maintenant président. Alors, comment se porte Tuco? Mais Tuco va bien. Tuco est heureux. Tuco est un homme ou une femme, je ne sais pas. La société va bien. Nous, on est une société de création indépendante. Euh, on essaie de créer un maximum de formats. C'est très difficile la création de formats, surtout en France, puisque il y a de moins en moins de cases. Et puis surtout, on n'est pas un pays qui privilégie forcément la création. C'est pas dans notre ADN. Donc on fait tout pour proposer des créations innovantes et modernes et pour tout faire pour essayer de les vendre. On bosse surtout avec l'étranger aujourd'hui, mais on bosse aussi un petit peu avec la France. On est très content. Et je vais citer plus tard tous les formats que tu as créés ou co-créés. Et évidemment, plein de gens connaissent ces programmes. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu les coulisses de ton métier? Comment ça se passe? Quelles étapes il faut franchir d'une idée de format jusqu'à la diffusion du programme? Alors déjà, une idée, ça peut venir de n'importe qui. Il n'y a pas besoin de travailler dans la télé pour avoir une idée. Ça c'est vrai. Donc quand on pense avoir une idée qui est intéressante, on commence tout d'abord par faire de la veille, c'est-à-dire d'aller regarder sur le marché français et international si l'idée a déjà été Bien exploitée ou sûr. pas. Souvent, malheureusement, il y a tellement de choses qui ont été faites en télé, donc souvent on se rend compte qu'il y a des choses similaires, donc ça veut dire que ce n'est pas forcément une bonne idée, sauf si on la traite d'une façon complètement différente. Mais voilà, donc le premier travail, c'est un travail de veille qui prend quand même beaucoup de temps parce que c'est toujours très long de connaître un petit peu tout ce qui a été fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il y a tellement de pays et tellement de boîtes de production et de choses qui ont été faites que c'est un long travail. Si on a cette chance de se rendre compte que l'idée est vraiment originale, alors là, on se met dans la phase de développement. Le développement, c'est la phase finalement la plus longue, puisque, en tout cas, par rapport à un jeu, par exemple, c'est tout le développement de la mécanique, la création des règles, des manches, de ce que vont faire le ou les candidats à Mhm. l'intérieur du jeu. Et ça prend beaucoup de temps parce que il faut repérer les failles s'il y en a. Et le jeu, c'est vraiment particulier. C'est quelque chose qui est très très carré et on peut pas se permettre d'avoir des failles dans un jeu. Mhm. Il faut qu'il y ait des chances tout le temps. Il faut que chaque candidat qui vienne jouer joue entre guillemets la même partie. Et ensuite, on prépare les pitchs de vente. Pour Donc les comment diffuseurs.
voilà, comment stratégiquement on va essayer de vendre, marketingment parlant, on va dire, le jeu. Et pour ça, souvent, nous, on travaille aussi avec des décorateurs pour avoir une idée du Mm. plateau, de ce que ça peut devenir, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des jeux, en tout cas depuis une dizaine d'années, qui sont des jeux à dispositif. Ce qu'on appelle jeux à dispositif, c'est des jeux qui ont une identité visuelle vraiment très forte, comme par exemple The Wall, avec ce mur immense, comme les trappes qu'il y a dans Money Drop, Ouais. comme les boîtes de Deal or No Deal, de Apprendre ou Apprendre laisser, à etc. laisser. Ouais. Voilà, donc y a tout ce travail de marketing, on va dire. Et puis ensuite, il faut vendre. Voilà, c'est ça le plus lourd. Et quand ça marche, bah, après on part en production. Et alors ça a marché plusieurs fois. L'un de vos gros succès, c'est Guess My Age que vous lancez en juillet 2016 sur D8, devenu C8. Et il y a eu près d'une vingtaine de pays qui ont acheté le format. Alors quand le jeu avait été lancé il y a 5 ans, je me rappelle, il y avait beaucoup de sceptiques sur ce format. Et au final, il a tout de suite cartonné. Guess My Age. Guess My Age, c'est un vrai bon concours de circonstances avec des personnes qui ont cru et qui ont voulu mettre les moyens pour en faire un bon format. À l'époque, c'était Ara Aprikian et Xavier Gandon qui s'occupaient de D8, qui ont vraiment aimé cette idée de départ, avec qui on a travaillé ensemble sur le développement du projet, et grâce à eux, on a pu mettre ce projet à l'antenne dans de vraies conditions. C'est-à-dire que l'idée, c'était que, justement, oui, moi aussi j'étais sceptique, hein, on va pas se mentir. Ouais. Euh, un jeu sur l'âge, ça paraît un petit peu tout bête et pas très intéressant. Et justement, l'idée, c'était de faire un contraste entre une idée un petit peu banale, mais mettre cette idée dans un écrin très jeu attention. Et Mm. c'est ce qu'on a réussi, entre guillemets, à faire avec Guess My Age, donc dans un décor très froid quand même, Avec du et suspense. contrasté avec un animateur qui justement allait apporter sa bonne humeur et du fun, parce que ce qui est important dans Guess My Age, c'est exactement ce que les candidats font dans l'émission, c'est ce qu'on fait chez soi. C'est-à-dire que on va voir une personne arriver, on va se dire mais quel âge a cette personne? Mm. Et donc on va parler, on va essayer de se donner des arguments en disant tiens regarde les rides qu'elle a, ah bah non non elle a pas de rides, non elle a moins de rides, etc. Et en fait c'est ça qui a fait vraiment l'essence du jeu. Ouais. Et je remercierai jamais encore les dirigeants de D8 à l'époque d'y avoir vraiment cru, parce que c'est vraiment grâce à eux qu'on a mis ce programme à l'antenne. Et ce qui est assez formidable, c'est qu'effectivement il s'est bien déployé à l'international, 19 dans le pays. sens Hein. où en fait c'est ultra universel l'âge, Mm. donc c'est ça qui est chouette. Souvent on a des problèmes culturels sur les jeux. Là en l'occurrence c'était parfait, parce que dans tous les pays on va se poser la question quand on rencontre quelqu'un de Ouais. quel âge peut avoir la personne. Et il y Et a donc certains. Et il y a certains pays comme l'Espagne où il y a eu plus de 1000 épisodes qui ont été diffusés en quotidienne sur une grosse chaîne. Enfin, c'est un vrai carton international. l'Espagne et l'Italie sont encore en quotidienne, et ça c'est assez Ouais. formidable, parce que en fait ça a été très bien programmé, avec des très bons animateurs aussi, parce que les incarnants sont très importants. Et justement en Espagne et en Italie ils ont compris la même chose que ce qu'on pensait avoir compris à l'époque, c'est-à-dire qu'il fallait un animateur qui soit un petit peu différent et qui soit plus un humoriste qu'un animateur, pour apporter justement beaucoup d'essence drôle dans le jeu. Et est-ce que par exemple, tu as un droit de regard sur la case du programme où il peut être diffusé ou même le choix de l'animateur ou ça c'est plus le travail de la chaîne? Non, non, ça c'est plus le travail de la chaîne. Nous, on est là pour proposer un format. Mm. La chaîne connaît beaucoup mieux, quelles qu'elles soient, ses téléspectateurs, ses cibles, et qui elle a envie de mettre. Nous, donc on fait confiance. Après, on travaille donc avec une société de distribution qui s'appelle Can't Stop Media, qui distribue le format Guess My Age. Et eux, ils vont tout faire, bien évidemment, déjà pour vendre le projet à l'identique. C'est-à-dire Mm. que nous, ce qu'on cherche, c'est bien évidemment d'avoir le même produit partout. Donc Guess My Age, il y a pratiquement le même décor partout, Mm. sauf en Espagne. Oui, ou c'est Alors plus des en couleurs Espagne, roses en Espagne. l'Espagne, c'est pour une raison très simple, c'est que eux, c'est diffusé en quotidienne à 13h, Mm. et qu'à 13h, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un jeu très froid, très Mm. bleu. Donc bien évidemment, on leur a accordé le fait qu'ils puissent changer le décor
pour cette case-là. Mais tout se fait en bonne intelligence, c'est-à-dire que nous, notre but, c'est que le format se vende et qu'il marche à l'étranger, et le but des chaînes est que le format marche chez eux. Donc si eux pensent qu'il vaut mieux mettre tel ou tel animateur, nous, on les laisse faire, on leur fait confiance, bien évidemment. Et alors, est-ce que c'est arrivé qu'une chaîne se morde les doigts parce que elle avait refusé un de tes programmes, puis ça a cartonné ensuite sur une autre chaîne? Par exemple, Guess My Age, ça a tout de suite été proposé pour le canal 8. Pas du tout. Guess My Age a été proposé à toutes les autres chaînes avant. D'accord, ok. Donc ils ont pu se mordre les doigts vu le succès Je ne sais, international. je ne sais pas, tu sais, c'est très difficile de se faire un avis sur une création. Et on ne peut pas en vouloir aux chaînes. Euh, la- le boulot même des gens qui dirigent les programmes d'une chaîne, c'est d'aller trouver des programmes qui vont vraiment plaire à leur public et qui vont perdurer. Ce qui est compliqué sur une création, c'est que nous, quand on va proposer une création, on n'a pas d'audience à montrer, on n'a pas de courbe pour dire, bah, regardez, Ouais. ça a fait 200% de plus d'audience, etc., etc. Donc c'est toujours très difficile d'aller mettre une création. Donc on ne veut pas leur en vouloir non plus. Mm. Et parfois ça marche, et parfois ça marche pas surtout. Et oui, et alors, et il y a même des chaînes qui ont commandé des pilotes de tes formats, c'est le cas de TF1 par exemple. Alors il y avait le format On Fire, je crois, et Carl Rousseau avait tourné un pilote, le jeu 5 sur 5. Alors pourquoi ça n'a pas abouti? On Fire, je pense que le format n'était pas abouti justement. Je pense, avec du recul, que il y avait une idée qui était intéressante, que j'aime toujours, qui était pour moi une idée assez forte, mais je pense qu'il ne se démarquait pas assez des autres jeux, et en tout cas, à l'époque, il ne se démarquait pas assez de Money Drop, qui était vraiment le jeu Mm. présent sur la chaîne. Donc je comprends complètement pourquoi TF1 n'y est pas allé. 5 sur 5, c'est un autre jeu qu'on a piloté qui n'était pas du tout pour TF1, qui n'avait pas la puissance d'un TF1. Mm. Donc moi je comprends complètement qu'ils n'y soient pas allés non plus. Juste pour revenir sur Guess My Age, est-ce qu'il y a des chances pour que ça revienne en France sur C8 ou même une autre chaîne? Je ne sais pas du tout. C'est pas moi qui prend ces décisions-là. Moi, je rêverais que le format revienne. C'est toujours frustrant de se dire qu'il y a un format français Qui qui a cartonne à commencé l'étranger, en ouais. France, Mm. qui marche dans plusieurs pays, qui continue à marcher dans plusieurs pays et qui soit plus là en France. Après, c'est un jeu qui coûtait cher. Euh, voilà, c'est pas moi qui prends ces décisions-là, mais j'aimerais vraiment qu'ils reviennent, ça c'est sûr. Est-ce que toi tu es fort à Guess My Age? Est-ce que le créateur de format est un bon candidat? Mais pas du tout, mais je suis nul. Alors, est-ce Non mais qu'on va vraiment, faire une petite démonstration? Tu me donnes quel âge? je sais pas du tout. Non mais Ah, ah, non mais allez, faut se mouiller, hein. On crée des formats alors. alors, bah écoute, je vais jouer au candidat. Je te regarde. Alors, t'es jeune. Ça, c'est juste, t'es jeune, t'as pas de ride, t'as rien du tout. J'ai Donc, déjà, rasé la barbe. J'ai rasé la barbe. ouais, bon, ok. Moi, je pense que t'as une petite vingtaine. Et je pense qu'on est plus proche des 20 que des 25. Et donc, je dirais 22. On va faire comme dans le jeu. Pour affiner ta réponse, tu as le droit à un indice parmi les trois, la chanson, la star ou l'événement. Alors, on va aller sur la star. Et donc j'ai le même âge que le rappeur Lil Pump. Je sais pas quel âge il a, celui-là, moi. Alors, est-ce qu'on reste sur 22 ou on change? Bah, on va rester sur 22. Eh bien alors j'ai 20 ans, je suis un 2000, je vais avoir 21. Donc franchement ça va, bien joué, bravo. Ah non, tu vas avoir 21 cette année? Ouais, je suis un 2000 donc c'est 21 normalement. Ouais, Ouais, voilà, donc j'ai exactement. un an d'écart, ça va. Ça va. Bravo, Mauvais. bravo. Alors j'aimerais citer deux autres de tes créations qui ne sont plus à l'antenne. Alors Hold Up, lancé sur C8 en septembre 2016 avec Benjamin Castaldi, et C'est déjà Noël, lancé sur TF1 en décembre 2018 avec Jean-Luc Reichmann. Est-ce que là aussi il y a une chance pour que ces jeux reviennent à l'antenne en France? Je pense pas. Hold Up, c'est un format qu'on avait créé avec Benjamin et qui n'était pas abouti. Sincèrement, je trouve que l'idée de départ, qui était une idée de Benjamin d'ailleurs, était super, mais je crois qu'on n'avait pas assez d'argent pour faire ce qu'on rêvait de faire dans nos têtes. Et c'est dommage parce que les audiences n'étaient pas mauvaises à l'époque. Mais voilà, je pense qu'il fallait beaucoup plus d'argent pour faire vraiment un plateau beaucoup plus gros, avec plus de manches, tout ça. Mm. Donc voilà, donc je pense, non, voilà, on va mettre de côté. Et c'est déjà Noël, c'était vraiment un one-shot, donc
la commande de TF1, c'était 20 épisodes. Ouais. 20 épisodes pour justement aller jusqu'à Noël et avec Jean-Luc Reichmann. Et donc nous, on avait conçu le jeu tel quel. Voilà. Le jeu n'avait pas super formé, pour être complètement franc. On était plutôt dans la moyenne de la case. Donc voilà, ça aurait fait 4-5 points de plus, je pense qu'on serait revenu, Très bien. mais c'est pas un gros succès. Début juin, autre format, le Club des Invincibles, avec Nagui en prime time sur France 2, devant près de 2,7 millions de téléspectateurs, 13,3% de part d'audience. Il y a eu un second numéro après, un petit peu en baisse, mais qui reste très correct. Est-ce que le Club des Invincibles va revenir à la rentrée? Alors déjà, nous, on est super fiers du Club des Invincibles. Le deuxième numéro a fait moins, mais on avait le foot en Oui. face, on avait l'euro en face, donc on ne compte pas. On a fait un très très bon score sur le premier numéro. Sincèrement, on s'attendait pas à autant, donc c'est très chouette parce que ça a montré. Tu sais, c'est tellement difficile quand tu crées un format dans ta tête, dans des bureaux, et que tu te demandes si le public va adhérer ou pas. Et quand le public adhère, bah c'est là où tu as, entre guillemets, gagné quelque chose. Donc on est très content. Ça a été super de travailler avec Nagui. On a travaillé pendant presque un an sur ce programme-là. L'idée, c'était vraiment d'apporter une nouvelle histoire. C'est-à-dire que pour l'instant, les jeux à champions, on suit justement l'ascension d'un champion qui va gravir des marches et gagner un jackpot. Et là, nous, on voulait s'intéresser justement à ces champions-là. Et à les Et affronter à des célébrités. de club Mm. de ces champions qu'on a aimés, qu'on a suivis pendant des années, que ce soit sur TF1, France 2, France 3, etc. Et s'intéresser à ce club-là et tout faire pour que des candidats puissent affronter ce club, c'est-à-dire que affronter des gens que tu as regardé à la télé grandir et gagner de l'argent et devenir champion et d'avoir cette chance enfin de pouvoir les affronter et de se confronter justement à un club. Donc on est très content de ce format. Et je crois que ça va revenir avec d'autres champions même. Je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est que la chaîne était contente des résultats et Surtout que que oui, petite précision, pardon, mais c'est très rare pour France 2. Les deux numéros ont fait plus de pourcentage sur les ménagères, donc la femme responsable des achats, que sur l'ensemble du public. C'est très rare pour France 2 et c'est donc très satisfaisant, hein. voilà, exactement. Donc on espère que le format va revenir. Il n'y a pas de raison qu'il ne revienne pas. J'ai vu une information qui est sortie par nos confrères du Parisien. Il y a France 2 qui prépare un jeu présenté par Cyril Ferraud qui va s'appeler Le Champion des Champions. Et là, j'ai vu quand même des similitudes assez flagrantes avec ta création. Alors déjà, je crois que ce format avait été acheté par France Télévisions avant Mhm. nous. Donc voilà, c'est un format, c'est pas une création. Euh, la seule similitude qu'on pourrait voir, c'est qu'effectivement tu as des champions dedans, mais je crois, pour connaître un peu la mécanique, que c'est vraiment différent, puisque c'est justement des champions qui s'affrontent entre eux Oui. pour savoir qui est le meilleur des champions. Donc on n'est pas dans la même histoire que nous on raconte, et j'espère surtout que ce format marchera aussi, puisque France 2 a décidé de tester des jeux en prime le samedi soir. Je pense que c'est une très bonne idée parce que c'est de la vraie contre-programmation. C'est-à-dire que sur TF1, on est sur du gros divertissement le samedi soir. Sur France 3, il y a une fiction qui marche très bien. Et donc, je trouve ça plutôt malin et intelligent d'aller mettre un jeu sur France 2 pour attaquer un autre public et pour justement proposer de la vraie contre-programmation. Donc, j'espère vraiment que ce jeu marchera aussi, puisque ça, au moins, ça donnera envie à France 2 aussi de tester peut-être d'autres choses Tout à dans fait. cette case-là. Et, C'est chouette. et en espérant que les deux formats puissent coexister ensemble. Est-ce que avec Tuco, il y a d'autres projets? Alors je crois en savoir un, c'est Les Rois de la pâte à modeler qui va arriver normalement à la rentrée sur C8, c'est toujours prévu. Alors, on y travaille beaucoup avec les équipes de Cyril Hanouna. C'est lui qui sera à l'animation avec Il y Delphine Vespizer. Voilà, exactement, il y aura une co-animation avec Delphine, il y aura un expert qui est formidable, je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais voilà, on a trouvé un super expert, Un expert connu non, qui n'est pas encore connu, qui mais va le qui devenir. deviendra, parce que c'est vraiment quelqu'un d'incroyable et c'est vraiment intéressant de voir son travail. Et l'idée, c'était qu'on voulait un petit peu dans cette période où le confinement et la pandémie a créé quand même quelque chose de positif, c'est-à-dire que les familles se sont un petit peu retrouvées
et on fait des choses ensemble. Et la pâte à modeler, ça reste quelque chose d'ultra universel, de familial et de sympa. Et donc on a voulu en créer une compétition. Et Cyril et ses équipes ont tout de suite aimé le projet, la chaîne aussi. Et donc on s'est mis à travailler ensemble et on est en train de justement de bosser à fond sur toute la mécanique qu'on est en train de retravailler pour que ça tienne tout ça et que ça fonctionne. Et c'est passionnant parce qu'on va essayer de faire quelque chose où on s'amuse et puis aussi où on voit des vrais talents parce qu'il y a des gens qui savent faire des choses incroyables avec des pâtes à modeler. Et, euh, et si on y arrive, bah, ça sera réussi. On espère en tout cas. C'est vrai qu'on voit beaucoup de formats en ce moment familiaux, j'ai envie de dire, entre les Lego, les dominos, maintenant la pâte à modeler, et c'est vrai que ça plaît aux Français et aux téléspectateurs. Donc les rois de la pâte à modeler, c'est prévu pour la rentrée, ça va être tourné prochainement, et dans quelle Ça, case ça sera tourné à l'automne avec à une l'automne? diffusion. On ne sait pas encore la diffusion, mais D'accord. ça sera dans les semaines suivantes, j'imagine. Très bien. Alors, dernière séquence, c'est la télé de l'invité. Quelques questions sur la télévision, sur Là, ta allez, télévision. Alors, ta plus belle fierté professionnelle en termes de format. Parce que j'imagine que la fierté, c'est tout co. Touco, c'est une fierté. En fait, toutes les expériences sont des fiertés, moi, je pense, parce que plus on avance, plus on apprend, plus on fait des erreurs. Moi, je pense que ma belle fierté, c'est une énorme erreur et une énorme claque que je me suis prise. Parce que je trouve qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs que de ses succès. Moi, j'aime bien me planter. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je trouve que ça permet de remettre les pendules à l'heure, d'essayer de comprendre. Parfois, il n'y a pas de raison, hein. La télévision, c'est quelque chose de... Il n'y a pas de clé, parce que si quelqu'un avait la clé, il serait multimilliardaire, et en tout cas, c'est pas mon cas. Mais je trouve ça toujours intéressant d'essayer de comprendre pourquoi un format marche ou pas. Parfois, on trouve des réponses, parfois, on les trouve pas. Donc voilà, après, ma fierté, c'est... j'ai été très content de mettre C'est déjà Noël à l'antenne sur TF1 parce que il n'y a jamais eu de création à cette heure-là, dans cette case-là sur TF1 de jeu, donc c'était toujours intéressant de le faire. J'aurais aimé avoir plus de temps pour le faire, pour apporter un format plus travaillé. On n'avait pas eu le temps de faire un pilote, donc c'est toujours très compliqué. Mais Guess My Age reste une énorme fierté parce que parce que j'aime les idées et je trouve que cette idée, elle était tellement banale et tellement Ouais. basique et qu'en fait finalement il y avait rien qui existait là-dedans et donc c'est assez incroyable quand on trouve une idée qu'on se dit bah si il doit y avoir plein de choses et en fait il y a rien, donc ça c'est rare mais c'est une fierté. Puis voilà, mais là les rois de la pâte à modeler, je suis super content de le faire parce que je trouve que c'est sympa et on est très content de travailler retravailler pour C8. euh, toute expérience, le club des Invincibles, moi j'ai adoré bosser avec Nagui, avec ses équipes, et mettre ce format à l'antenne. En fait, toute création Ouais, est une est une fierté. fierté. Et j'imagine que tu as encore plein d'idées en tête et que des projets vont arriver très vite. Les idées, on les a. Je suis pas tout seul, hein. Moi, je bosse avec un associé qui s'appelle Michael Moreau, et heureusement qu'il est là, surtout, parce que tout seul, on peut pas travailler, et c'est très difficile de faire du ping-pong tout seul, et du brainstorm tout seul. Mais oui, des idées, on en a. Après encore une fois, la télé, il n'y a pas de code, il n'y a pas de clé. On peut avoir les meilleures idées du monde et jamais les mettre à l'antenne, et avoir des idées peut-être moins bien et les mettre à l'antenne. Après, ce qui est sûr, c'est que les idées, on les a. Alors, Voilà. deuxième question, la chaîne avec qui tu as les meilleures relations. Oula, en fait, toutes les relations sont. Je vais faire de la langue de bois, mais c'est vrai, mais toutes les relations sont vraiment différentes. C'est pas du tout la même chose. Toutes les chaînes marchent d'une façon vraiment différente. Et avec quelle Euh, chaîne c'est le plus facile de travailler, qu'ils acceptent plus, par exemple? bah, je, Où on se prend moins la tête? je pense que France Télévisions fait vraiment confiance en ses producteurs. Ils ont une vraie vision, en tout cas aujourd'hui, sincèrement, de ce que sont leurs chaînes. Il y a eu un vrai travail vraiment initié par Stéphane Simon Gomez et ses équipes de réorganisation des chaînes de France Télévisions, du ciblage beaucoup plus précis. Et je trouve qu'aujourd'hui, chaque chaîne a une vraie identité
que y a de la vraie contre-programmation et de la complémentarité sur toutes les chaînes. Et je trouve ça assez incroyable qu'ils aient réussi à faire ça. Après, il faut que ça dure dans le temps, mais en tout cas pour le moment, c'est une belle réussite. Voilà. Après, moi, j'aime bien des gens de C8 parce que c'est plus familial, par exemple, comme relation. Et puis TF1 et M6, c'est toujours très intéressant aussi de parler avec eux parce qu'ils ont une vision de chaînes privées, de grosses chaînes privées, et des stratégies à long terme. Et on peut le voir. Il y a des stratégies qui fonctionnent très très bien et c'est intéressant. Après, qui sont pas dans notre domaine de compétences. TF1 qui a enlevé 2 cases de jeu pour mettre des fictions. Moi, ça m'a embêté au début et ça m'embête toujours. Mais en tout cas, c'est un vrai succès, c'est un vrai bon choix puisque les chiffres montrent qu'ils ont raison de le faire. Et c'est vrai que sur TF1, comme jeu, il n'y a plus que les 12 coups de midi. Maintenant, il y a Une famille en or qui va revenir à la rentrée, mais qui veut gagner des millions s'est arrêté. Donc j'imagine c'est plus compliqué pour leur vendre des jeux. Il faut choisir entre Reichmann, Lemoine, Nagui ou Castaldi. S'il faut choisir un de ces quatre. C'est très difficile de choisir parce que c'est vraiment Ou... 4 personnes complètement différentes. Non. Jean-Luc Lemoyne, c'est une vraie révélation. Jean-Luc, il avait jamais fait de jeu. Jean-Luc, quand on lui a pitché Guess My Age, il a dit il est hors de question que je présente ça. Et puis quand il a joué, il a dit il faut que je présente ça. Et Jean-Luc, moi ce que j'ai aimé, c'est qu'il a apporté son naturel. Et c'est incroyable d'être aussi naturel et aussi bon dans un domaine qu'il ne connaissait pas. Donc voilà, Jean-Luc, j'en garde un super bon souvenir. Benjamin, c'est un excellent animateur, vraiment. Il a toujours été très bon, il a son style, et c'est un très bon camarade de jeu, vraiment. C'est quelqu'un de très sympa, très cool, et c'est toujours très agréable de collaborer avec lui. Jean-Luc Reichmann, il est très visionnaire. Quand on lui parle d'idées et de projets, il voit tout de suite comment il va s'impliquer dedans, comment il va animer et comment il va prendre possession du programme. Donc c'est un grand professionnel aussi. Et Nagui, c'est un peu la Rolls-Royce. Nagui, tu le poses sur le plateau, il est bon tout de suite, c'est quelqu'un d'assez incroyable. C'est un super animateur. Il a prouvé depuis des années. Il est encore là pour longtemps, je pense. Et enfin, dernière question, le jeu télé préféré quand tu étais enfant? Ah, il y en a plein, mais le premier, c'est Fort Boyard. Moi, j'ai vécu avec Fort Boyard. C'est la meilleure création du monde, Fort Boyard. C'est incroyable d'avoir une idée aussi farfelue. C'est-à-dire que aujourd'hui, personne n'arriverait à vendre ce genre d'idée. C'est c'est un univers. Il a créé, en fait, c'est ça qui est incroyable avec Jacques-Antoine, c'est qu'il crée des univers. Et Fort Boyard, de se dire, on va prendre un fort qui a laissé à l'abandon, on va reconstruire des trucs à l'intérieur, on va faire des cellules avec des épreuves dedans, on va mettre des migales, des serpents, et ça va être génial. Fallait le faire. Et c'est incroyable. Et encore aujourd'hui, c'est là où je félicite toujours les équipes d'ALP. Ils ont réussi à moderniser chaque année, à apporter vraiment des petites touches de modernité à chaque fois dans le jeu. Et c'est incroyable parce que le jeu perdure. Et un jeu télé qui dure depuis 32 saisons, c'est du jamais vu. C'est incroyable. Et exporté à l'international. Donc voilà, Fort Boyard. Et puis avec un animateur iconique, Olivier Mine, c'est un mec formidable déjà, vraiment. Je connais pas quelqu'un qui n'aime pas Olivier Mine. Non mais oui, alors pareil, je n'ai jamais entendu une critique sur Olivier Mine, c'est dingue. Et c'est quelqu'un de formidable. Mais vraiment, je ne peux rien dire de négatif sur cette personne, tellement je le trouve formidable. Et surtout, moi, il détesterait que je dise ça, mais moi, je suis né avec lui, entre guillemets, c'est-à-dire que je l'ai toujours vu à la télé et il a accompagné mon adolescence et ma vie adulte, et je trouve que voilà, ça reste iconique. De toute façon, quand on est joueur, on aime à peu près tous les jeux. Et ben on finit sur ces beaux mots. En tout cas, merci Aurélien, c'est la fin de ce nouveau numéro de EPAF. Merci d'avoir accepté, c'était passionnant de t'écouter et on suivra avec beaucoup d'attention tous tes futurs projets. Merci en tout cas. Nicolas. Et à bientôt pour un nouveau numéro de EPAF.